Ça, c'est quelle histoire? Non, mais... Ah, je suis curieux. En tout cas, franchement, la promo était bonne. Une fois que t'as mis le jingle Netflix, là, en compas, c'était gagné. Moi, je signais direct. J'ai dit, ça, je peux pas laisser. En plus, franchement, c'est trop stylé parce que ça a vraiment été fait. Attends. Là, on fait le podcast avant le podcast, là. On se gourre. Faut qu'on fasse l'intro, quand même. Tout à l'heure, je me suis auto-censuré aussi. Ah ouais? Ouais, il m'a dit. Non, par contre, avant qu'on commence et qu'on commence à tourner vraiment, il faut qu'on te parle un peu de ce qu'on a en tête sur le programme qu'on fait s'installer en Côte d'Ivoire. Comme toi, tu as ton guide s'installer en Côte d'Ivoire. Enfin, ton guide voyager. Ouais, j'ai un guide. Tu as un guide. Et je m'étais dit, bon, ça, dans tous les cas, on va pas le diffuser aux gens, mais ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait faire une opération commune, tu t'es dit. Une opération commune? Ouais, on te propose un truc. Nous, on relance notre programme s'installer en Côte d'Ivoire, vu que ça y est, là, les gens... Tiens, prends ça. Vu ce qui se passe en ce moment avec les Bardella et compagnie, on se dit c'est le moment de relancer. S'installer en Côte d'Ivoire. Je suis mort. Non, mais tu rigoles, mais on a eu plus de questions dernièrement. Sérieux? Ah oui? Oui. Mais les gens se posent des questions. Ils veulent bouger. Donc, le programme, normalement, comme je te disais, on le fait à 499 €. C'est bien de faire un package. Oui, justement, on fait le programme normalement à 499 €. À combien? À 499 €. Dedans, tu as l'accès à la plateforme où on a combien d'heures de vidéo là? 4 heures de vidéo, c'est ça? Non, 4 heures. 4 heures, pardon, 20 morceaux de vidéo. Il y a 20 vidéos, 4 heures. Ah, d'accord. On leur donne tous les contacts, tu sais, pour créer une société, pour trouver du boulot, pour déménager. On a fait un budgetif. Ah, c'est bien ça. Hein. Ouais, on a fait plein de trucs. Franchement, on a déjà eu 27 personnes qui l'ont fait. Donc, on a déjà eu une première cohorte satisfaite et tout. Ah, mais... ils sont satisfaits et tout? Ouais, franchement, les gars sont bossés. Il y en a qui sont là. Hein. Trop bien. Il y en a qui sont venus. En Côte d'Ivoire. Sérieux? Ouais. Oh, punaise. Ok. Donc, c'est ça qu'on va faire. Et c'est vrai qu'il y a l'aspect lifestyle. Ouais. Où il faut un peu plus. Un peu plus. Franchement, et nous, on a été très light là-dessus. Lifestyle, c'est quoi? C'est genre les endroits où sortir, et surtout les voyages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est là, on était très light. On a eu beaucoup de questions dessus. Ouais, mais c'est deux sujets différents en vrai. Oui. Mais c'est pas notre métier. S'installer en Côte d'Ivoire et voyager en Côte d'Ivoire, c'est deux sujets différents. Tous les gens qu'on connaît ici, les ripates, il y en a combien qui ont été à Korogo? Il y en a combien qui ont été à... Non, justement. Non. Donc c'est vraiment deux trucs différents. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Salut. Ouh. Genre, tu regardes le podcast et tout, on est fiers, hein. Genre, Abena, regarde ce qu'on fait et tout. Mais à quel moment tu écoutes les podcasts? Est-ce que tu as le temps avec ton... Tous les matins dans ma routine, j'ai un Miracle Morning. Dans Miracle Morning, à un moment donné, je marche 25 minutes jusqu'à ma salle de sport. Je rentre 25 minutes pour rentrer chez moi et j'écoute les podcasts. Donc je vous vois attends, pas. Non, dis-nous le détail de ton Miracle Morning, tu parles un peu facilement. Oh, mais il est long, là, ça va prendre tous les minutes. C'est bon. Non, dans les grosses lignes. Dans les grosses lignes. Tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille 5h30. Elle a fait un post dessus, je crois. Ouais, j'avais Oui, mais on va détailler. Tu vois les followers, nous sommes là. Vas-y, dis-le, je t'en prie, dis-le. Je me réveille à 5h30. Je bois 1 litre d'eau tiède. C'est bon pour le début, parce que t'as pas... Transit. On n'a pas bu pendant toute la nuit, etc. Ensuite, je fais des exercices de respiration en fonction de ce dont j'ai besoin. Ensuite, je fais un exercice de visualisation. Ça diffère en fonction de mes objectifs du moment. Ensuite, après l'exercice de visualisation, je fais la planche. 3 minutes, 2 minutes. Ah non, je prie avant. Après, je fais la planche. Après, je fais des trucs pour mes bras. Après, je fais des trucs pour d'autres trucs dans mon corps. Après, je fais du face yoga, 15 minutes, une application. J'ouvre l'application, face yoga. Tu sais, des trucs pour être jeune et tout, pour avoir un beau... C'est massage, quoi. Ouais, voilà.
Mais c'est une application, juste tu suis ce que il y a un programme, tu suis ce que la... Face yoga. Ouais. Mais attends, ton Miracle Morning, effectivement, ça met combien de temps? De là à là, on a mis combien de temps, là, déjà? Je pense qu'on a 40 minutes. 40 minutes? Ok. Ouais, mon Miracle Morning, il prend du temps, mais avant, j'avais je sais pas si c'est une pensée limitante, mais en fait, vu que je suis hyper productive le matin, j'avais vraiment ce truc de, je me réveille tôt, je me réveille à 5h30, 5h30, je suis sur mon bureau, je bosse. Aïe. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que ce qu'il faut dans la vie, t'as des priorités. Et en vrai, est-ce que ta santé, c'est plus important que ton taf? Ou est-ce que le fait de passer du temps avec tes enfants, c'est... Et en fait, en fonction de tes priorités, moi, je commence mes matins par rapport à ça. Et en vrai, même si je veux être riche, je serai riche un jour, et je suis peut-être déjà riche. C'est la santé. La santé, c'est plus important, tu vois. Et donc, le fait d'être en paix, d'être serein, d'être dans des bonnes relations avec ta famille, tes amis et tout. Donc, du coup, tout ça, c'est ça que ça permet de faire le matin. Quand tu es là, tu médites, tu prends le temps, etc. Et donc, après le face yoga, je me mets en tenue de sport, je marche 25 minutes. Okay. Sur l'aller, j'appelle ma grand-mère et j'écoute du zouk. Ouf. Et sur le retour, j'écoute des podcasts. Ok. Voilà. Et après seulement, je commence à travailler. Wow. Et donc, il est quelle heure, là, quand tu es rentré? Ça dépend. Mais ouais, en général, entre 9h30 et 10h. Ah ouais, mais tu t'es levé tôt, du coup. Tu te lèves toujours à 5h30, wesh? Ouais, 5h30. 6h, c'est déjà trop tard. C'est une couche tôt aussi. Ouais, j'essaye. Tu te couches à quelle heure? C'est ça? Parce que la vraie question, c'est ça. Non, en vrai, le vrai challenge, là, cette année, c'est de me coucher plus tôt. Là, j'avoue que... Non, en vrai, j'avoue que là, surtout parce que j'avais le lancement aussi Bref, j'avais beaucoup de travail. Oui. Je me couchais très tard, genre 1h, 2h du mat, et je me réveillais quand même à 5h. Mais l'objectif, c'est vraiment d'arriver à me coucher à 22h tous les jours. Pour avoir un vrai rythme sain et tout. Mais c'est bon, là, je suis rentrée de voyage. Normalement, ça va le faire. Ce soir, je me couche à 22h. Amen. Fingers crossed. Juste sur les routines, je me pose la question parce que parfois, tu as une très bonne routine. Tu tiens 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, dans le meilleur des cas, 4, 5 mois. Ouais. Mais moi, systématiquement, le voyage, c'est ce qui tue les routines. Ouais. Alors, toi qui, par définition, c'est le métier. Voyage, comment est-ce que tu fais pour maintenir... Mais alors, juste avant qu'elle réponde à cette question, s'il te plaît. Oui. Elle peut quand même se présenter parce que les gens savent pas c'est qui. Avant qu'on nous traite de ouais, les gens nous embrouillent à chaque fois en disant « Ouais, vous présentez pas les gens, c'est pas c'est qui. » On cause. Vos trucs de youtubeurs, de créateurs, Bon, abonnez-vous d'ailleurs. C'est ça. Tant qu'à faire, si vous regardez. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, comment tu te présentes, Sandy? Alors, je m'appelle Sandy Abena. Je suis guadeloupéenne, 100%, papa-maman. Je suis née, j'ai grandi à Paris. Et à un moment donné, j'ai quitté Paris pour faire le tour d'Afrique. Et après, revenir travailler à la Défense comme tout le monde. Et je suis jamais rentrée finalement. Je me suis installée en Côte d'Ivoire. Wow. Et mon but dans la vie, à travers Abnafrica, c'est que les Noirs soient fiers d'être Noirs. Je le fais à travers le voyage, à travers la culture, à travers l'histoire. Mais il y a plein d'autres moyens de le faire. Moi, c'est à travers ça que j'ai choisi. Et voilà, je fais ma petite vie, je partage sur les réseaux et puis qu'ils même me suivent. C'est beau. Donc, tu n'as pas employé le mot-clé influenceur? Non, c'est vraiment pas un mot-clé. D'ailleurs, quand les gens parlent d'influenceur, là, je dis non, je suis pas une influenceuse. Et je m'appuie toujours sur une définition que Kaït a dit une fois dans une interview. Ouh! Qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là? Sur Canal, à un moment, tu as dit qu'un influenceur, et c'est vrai, hein, c'est pas parce que tu l'as dit, mais un influenceur, son business model, c'est quoi? C'est j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. Oui. YouTube, ce que tu veux, Instagram, ce que tu veux. Cette communauté, voilà, ça peut être la cible de certaines marques. Exact. Donc, la marque va t'approcher, va dire, j'ai des dentifrices à vendre, j'ai des M&M's à vendre, j'ai des sacs à main à vendre, je veux avoir accès à ta communauté. Excusez-moi. Ça, c'est l'influencing de base, voilà. Ça, c'est l'influence. Ça veut dire que tu offres l'accès à ton audience, à des marques qui veulent vendre. Et parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre des grosses pubs, etc. Les gens veulent de la proximité, ils veulent connaître la personne, etc. C'est pour ça que de plus en plus de marques passent quasiment le marketing d'influence, beaucoup. Et donc, quand ton business model, c'est pas ça, on peut pas me qualifier d'influenceuse, tu vois. Et après, les gens disent oui, mais tu influences. Donc oui, évidemment, quand tu es sur les réseaux et que Obama, c'est pas un influenceur, mais il a plein d'abonnés. Et tu vois ce que je veux dire? Mais son business model, c'est pas de vendre des sacs à main ou des dentifrices à travers les gens qu'il a créés sur son Instagram. C'est vrai. Donc, comme moi, c'était pas le but, je l'ai pas fait. Après, évidemment, j'ai déjà fait des collabs avec des marques et tout, mais ça n'a jamais été, ça a jamais été le but. Donc, en vrai, je me considère pas comme une influenceuse. Ouais, t'es une créatrice de contenu.
Avec une communauté, peut-être? Voilà, je suis une graphiste de contenu. Quand on me demande dans les voyages, par exemple, j'étais au Cap-Vert récemment, on me demandait ce que je faisais. Je suis reporter voyage indépendant spécialisé sur l'Afro-World. Donc reporter voyage, j'aime bien. Mais oui, parce que c'est ça qui me prend du temps, c'est ça qui me fait kiffer, et c'est pour ça que j'ai commencé à Abnafrica, tu vois. Donc c'est ça que je suis en vrai. Après, effectivement, vu que ça fonctionne bien et que ça a créé une communauté, bah oui, des fois il y a des marques. Là, je suis dans des négos, par exemple, pour certaines marques, des compagnies aériennes, etc. Donc oui, forcément, on me contacte. Mais ça veut dire que pour moi, quand je l'adresse, c'est vraiment du bonus. Ça veut dire que j'ai pris du temps, mais j'ai sorti des guides voyage. Mais c'est-à-dire que mes focus, c'est mes guides voyage, c'est l'abonnement que je viens de sortir. Mais tout ce qui est collab, pour moi, c'est du bonus. Même si ça a commencé par ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand tu es sur les réseaux, c'est ce qu'il y a de plus rapide, tu vois. Un guide, faut l'écrire, faut le penser, faut appeler la graphiste pour qu'elle le fasse, faut faire le marketing, faut le distribuer. Oui, faut le distribuer. Enfin, tu sais, c'est c'est un produit. C'est vraiment. Voilà, c'est un produit qu'il faut créer. Alors que, une fois que tu as 100 000 abonnés, des fois, voilà, tes abonnés sont là. Les gens viennent te voir. Bon, voilà, si c'est un truc qui est aligné avec ta ligne éditoriale, tu le fais. Après toi, en ce qui te concerne, je pense que tu as plus que des abonnés. Je pense qu'on peut vraiment utiliser le mot communauté. Parce que quand les gens parlent le lien que tu crées avec eux, il est vraiment très particulier. Tu parles vraiment avec eux. Donc, c'est totalement différent d'une personne qui est suivie, mais qui ne communique pas avec sa communauté. Et je pense que le fait de communiquer avec eux, avec le rythme, que ça te permet en fait de voir du coup leurs besoins et de créer finalement soit des services, soit des produits qui répondent aux besoins de la communauté. Très vrai. Et c'est vrai que ça va être différent du pur business model influence qui est je mets en avant un produit pour une tierce personne. Mais c'est vrai que c'est plus dur aussi. C'est plus dur parce qu'en fait, finalement, le mot qu'on doit utiliser, tu es entrepreneur. Oui. Mais oui, vraiment, tu vois. Et c'est pour ça qu'on est très content de t'avoir. Parce que très peu de gens quand il faut créer des produits, quand tu crées des produits, tu vois, des produits et des services avec une valeur ajoutée. Donc voilà. Mais l'avantage pour un entrepreneur dans ton cas, c'est que on va lui dire oui, mais toi, tu as déjà ta cible qui est à disposition. Alors qu'en général, l'entrepreneur, il est dans son coin, il crée son truc, puis après, il va chercher sa cible. Le marketing, exactement. Voilà. Et donc, je pense que il y a toute une partie de la population qui, je sais pas, peut-être qui va jalouser en fait cette typologie d'entrepreneur, qui va penser que c'est plus facile parce qu'il a déjà une audience. Mais cette audience, il fallait la créer aussi. Tout à fait. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, je pense que beaucoup de gens qui vont regarder même vont être surpris, parce que je pense que les gens, effectivement, ne se posent même pas la question pour eux, tu es juste influenceur, ils ne distinguent même pas. Et je pense que, est-ce que tu as déjà eu des gens qui voulaient devenir comme toi, qui en fait se posaient même pas ces questions-là? Pas plus tard que, je vais pas citer de nom. Allez! Non, mais pas plus tard que, franchement, ça fait 2 semaines. J'ai reçu un WhatsApp, un vocal Instagram d'un sélectionneur d'une équipe de foot africaine, là, qui me dit que j'avais rencontré par hasard il y a 3 ans en allant au Mozambique, parce qu'il allait au Mozambique avec son équipe. Et qui me dit, du coup, là, avec ma femme, on veut faire comme toi, on veut savoir comment ça se passe et tout, comment tu voyages, là, et puis et tu vois, moi, je me suis dit, mais attendez, vous croyez que... Genre, je paye mes billets d'avion avec les likes ou quoi, c'est quoi? Des fois, je me pose la question. Et je pense, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui voient et qui comprennent. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent, de toute façon, elle a plein d'abonnés. Elle voyage tout le temps. Elle voyage tout le temps. C'est idéal. Elle sourit dans toutes ses vidéos. Elle a pas de problème, cette meuf-là. Exactement. Alors qu'en vrai, je pense que les gens se rendent vraiment pas compte de l'investissement financier qui a été à Abnafrica. Les gens se rendent vraiment pas compte. Parlons-en justement, parce que tu as dit une phrase forte. Est-ce que je paye mes billets d'avion avec des likes? Et ça me rappelle, si je te dis Zaventem, est-ce que ça te rappelle quelque chose? Non. Non? Non, c'est ça, ça me rappelle. Tu connais pas Zaventem? C'est quoi Zaventem? C'est trop précis. C'est ça, c'est un peu plus générique. C'est le nom de l'aéroport à Bruxelles. Oui. Ah oui. C'est qu'on s'est rencontrés? Les vraies histoires sortent. Mais attends, par contre, cette histoire, je t'ai raconté comment j'étais en panique. Regarde, ce qui s'est passé, c'est quoi? Attends, j'allais où? J'allais au Rwanda? Moi, tu m'as dit Rwanda. Moi, j'allais au Cameroun. Donc, Rwanda, c'était fin 2019. Abnafrica, j'avais 5000 abonnés. T'avais 5000 abonnés à cette époque à Abnafrica. Ouais. Je rentre dans l'avion. Je vois Kai qui dort.
Et là, déjà. Et là, ah oui, il était tôt, il était tôt. Là, je m'assois et tout, je trempe, j'envoie un message dans le groupe WhatsApp de ma soeur et ma mère, je dis, oh, il y a Kay Lumumba. Ah ouais, les stars. Les vrais stars. Oh là là, je fais quoi? Ma soeur, va lui parler. Va lui parler. Mais non, mais vas-y, dors. Évidemment, je fais rien du tout. Après, on sort, mais je cherche pas à aller te parler. Ouais. On sort, normal et tout. Et je marche tranquille. Moi, j'étais en escale pour aller au Rwanda, du coup. Et je le vois devant. Après, bon, moi, je suis quelqu'un, vraiment, je crois pas au hasard et tout. Je dis, l'univers a fait que... il est là. Donc, je peux pas faire genre, je vais aux toilettes et tout. Je prends l'escalator et je tape, je dis, excusez-moi, vous êtes Kay? Je sais pas, tu t'es senti agressé ou pas? Mais non, pas du tout, parce que tu m'as rapidement dit, je suis Adicom, etc. et tout ça. Voilà, je te suivais sur un Insta. Oh, c'est trop mignon. Et tu faisais des vidéos et tout, tu donnais des conseils. Je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle. Et tu m'as dit que tu voyageais, effectivement. Ouais. Et et après, je crois que quelques mois après, donc c'est avant Covid que tu commences à voyager. Moi, j'ai toujours voyagé, mais le 16 mois CSPI, je l'ai annoncé pendant le Covid et je l'ai fait. En tout cas, ce que je sais, c'est que un an après, en fait, dans Adicom Awards, tout le monde parlait de toi. C'est la fille que j'ai rencontrée là. À l'aéroport, là. J'ai croisé à l'aéroport qui m'a dit, je voyage là. Mais tu n'avais pas commencé les voyages. En fait, là, j'allais au Rwanda, tu vois. Mais en Oui. fait, en fait, moi, de base, Amnafrica, les gens oublient, mais Amnafrica, c'est vraiment l'histoire, la culture. Et je me suis dit, bon, comme je voyage aussi, je vais leur montrer un peu mes voyages, mais c'était pas du tout central. Pas du tout. D'accord. Le but avec Amnafrica, c'était vraiment que les afrodescendants réalisent que, pour parler vulgairement, on n'est pas des bouffons, en fait. Amen. On a une histoire de ouf, on a une histoire qui est très grande. Ouais. On a inventé des choses quand tu regardes, parce que il y a l'histoire Kankou Moussa et compagnie, donc ce qu'on faisait avant que les colons arrivent. Et même pendant la colonisation, même pendant l'esclavage, on a fait des dingueries. Il y a des Africains réduits en esclavage qui ont fait des découvertes de ouf. C'est-à-dire que même quand on était dans des conditions ignobles, on a quand même excellé, tu vois. Ouais. Et donc le but, c'était vraiment de montrer que, voilà, l'histoire, la culture. Et comme je voyageais déjà en Afrique en solo, je montrais vite fait mes voyages. Après, réseaux sociaux obligent. J'ai vu que c'est ce qui fonctionnait un peu plus, donc je les ai un peu plus montrés. Mais tu mais voyageais... je voyageais pas je voyageais pour moi et du coup je Mais tu finançais comment à l'époque? avec mon livret A, mon salaire. Mais je veux dire, tu travaillais. Oui, je travaillais. Tu travaillais où? Tu faisais quoi à l'époque? J'étais acheteuse internationale software. Ah ouais, d'accord. Ben, on faisait le même métier. Ouais, il était acheteur, oui. Software aussi. Ah bon? Ok. Bon, c'est une autre. C'est notre vie que les gens oublient. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait qu'un jour, je sais pas, il faudrait que on ait un invité et puis qu'un d'entre nous se met là et puis maintenant on creuse pour savoir c'est quoi nos vies. Avant? Parce qu'ils disent qu'on interviewe toujours les gens, mais finalement, on sait pas. Ah ouais, ça serait bien de faire un épisode comme ça. Ah bon? En plus, moi qui écoute beaucoup de podcasts, il y a toujours un moment, les gros podcasts, il y a toujours un moment où le podcasteur se fait podcaster, se fait interviewer. Bon, bref, dites-nous en commentaire. Si ça vous intéresse, vous nous dites, hein. Ok, bon, Ce serait hyper intéressant, dites oui. Voilà, dites oui. Mais donc ouais, on parle t'étais 2019. acheteuse, et donc, ton salaire passait dans les voyages. Enfin, ton épargne. Caricature, ton épargne. Bon, en fait, oui et non, parce que, en fait, moi, j'ai grandi, mes parents, dans notre famille, on est très économe, on dépense pas trop notre argent dans le matériel. Donc, ça veut dire que l'argent que je gagnais, dès que ça tombait sur mon compte, il y a 40% qui allait tout de suite dans mon épargne, que j'utilisais pas pour le voyage. C'est juste ça allait sur mon 40% tout de suite. Mazel tov. Solide. Philippe serait fier. Ça, c'est... Non, on n'est vraiment pas dépensiers. Nos parents, ils ont toujours, pour nous, dans notre éducation, ils ont toujours dépensé dans... moi, je faisais du violon, mon frère faisait du piano, je faisais de l'athlétisme, mon frère faisait du judo, ma sœur, on avait tous des activités, mais quand on demandait le dernier sac Ispac ou la dernière paire de Puma, nos parents, ils nous calculaient vraiment pas. Et je pense que, tu vois, c'est devenu quelque chose d'assez naturel, et maintenant, aucun de nous trois ne dépensons vraiment dans le matériel. On va beaucoup dépenser, tu vois, dans les expériences, dans les voyages. Là, tu vois, par exemple, j'ai un joli événement familial, donc je vais faire un aller-retour à Abidjan. Ça coûte cher, mais c'est important, tu vois. Mais on va, sac Chanel, je sais pas c'est quoi, je sais pas combien ça coûte. Les chaussures, tout ça, c'est pareil. Ouais. Donc ça veut dire que
Quand je recevais mon salaire, donc oui, il y avait les 40%, j'avais pas de projet particulier, mais ça allait en épargne parce que je sais pas, nos parents nous ont toujours dit qu'il faut épargner. C'est beau. Et après, le reste, c'était pour, je remboursais le crédit de mon école de commerce. On parlait de ça tout à l'heure. Oui, Attends, donc les 40%, c'était au-delà du remboursement du crédit. Ouais. Oh, t'es chaude. Ouais. Non, franchement, au final, t'as pas trop de trucs à rembourser. Non, mais c'est pas facile de faire ça. Financer comme ça. Enfin, ton tour d'Afrique. Ouais. Et donc, quand je suis partie pour mon tour d'Afrique, en fait, c'était pendant le confinement, pendant le premier confinement. 2020, du coup. Yes, 2020, où c'était le chaos, en fait. Clairement. On était très bon résumé. On était tous chez nous, à la télé, ils disaient à chaque fois le nombre de morts. Enfin, c'était chaud. C'était très chaud. En vrai, tu recevais des SMS, un tel est parti. Donc, bref, c'est là, j'ai appelé mon boss, je lui ai dit, écoute, en fait, je vais partir pendant 1 an et tout. Tu gardes mon poste, mais moi, je pars. Et ce qui est légal. J'avais regardé, en fait, non, tu peux prendre... parce que t'avais l'air d'avoir donné un ordre à ton boss. Non, tu étais confiante. J'aime ta confiance. En fait, j'étais confiante parce que j'avais regardé. Tu gardes mon poste. Les années sabbatiques. Moi, c'est le garde mon poste là qui m'a ambiancé. tu connais. Non, mais en fait, tu as le droit en fait de prendre 1 an sabbatique quand tu es dans une entreprise avec un certain volume de personnes. C'est comme ça qu'on dit volume. Enfin, avec un certain nombre d'employés. Ouais. Et t'as droit à 1 an sabbatique. T'as droit à 1 an sabbatique. La seule chose qu'ils peuvent refuser, c'est ton départ. À quel moment tu pars. Par exemple, si tu dis dans 1 mois je pars pour 1 an, ils peuvent dire non, dans 1 mois c'est trop tôt, tu pars dans 6 mois. Sauf que moi, dans l'année, ils sont obligés d'accepter un moment. Ils sont dans les 12 mois. Dans les 12 mois. Donc moi, comme je n'aime pas les noms, je lui ai dit je pars dans 12 mois. Donc dans tous les cas, il ne pouvait pas dire non. Amen. donc en gros, je l'appelle, je lui dis je pars. Et en fait, au moment où je prends cette décision, la partie financière n'est pas du tout un problème parce que je sais que j'ai... Épargné. Oui, j'ai livret A, même les livrets d'après, tu vois, parce que livret A, il y a une limite. Et donc, du coup, pour mon 16 mois 16 pays, j'étais beaucoup sur mon livret A, ce qui est pas... Moi, voilà, enfin, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Parce que c'est bien dans le sens où j'avais besoin d'être libre. Parce qu'avec le following que j'avais 23 000 abonnés à l'époque. Même avec que 23 000 abonnés. De 5 000 à 23 000 en... Ouais. Et là, tu étais encore... Avant de prendre ton année sabbatique, tu étais à 23 000. Ouais, en fait, quand je pars pour mon 16 mois 16 pays, j'ai 23 000 abonnés. D'accord. Impressionnant. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Cette semaine dans Inside SOA Tribe, nous avons parlé d'orientation et de reconversion avec notre invité du jour. Dans la rubrique Open Discussion, il a été question du choix de notre orientation vu par l'enfant que nous étions. Nous nous sommes également demandé si les entrepreneurs africains devraient s'unir pour sortir le continent de leur rêve. Et enfin, Elon Musk contre l'IA menace d'interdire les appareils Apple dans ses entreprises. Dans la rubrique Share Is Care, il a été question de l'automatisation que nous pouvons mettre en place pour faire tourner un business. Monsieur Bali Mozalek nous explique comment créer et fonder un grand groupe hôtelier en Afrique. Notre Congossa Business est consacré aux moutons du Sénégal. Alors, moutons du Sénégal ou bœuf de Corée? À vous de choisir. Dans les projets personnels, nous avons Melvin qui a enfin créé sa page YouTube, Naomi, Sarah, Selena qui cherchent des recommandations pour leurs projets respectifs. Dans les projets collectifs, n'oubliez pas l'apprentissage par le fou rire, notamment avec le quiz du Book Club et le quiz du English Morning, sans oublier un mastermind hors série consacré au bien-être, présenté par Cécile et moi-même. On souhaite la bienvenue à Pierre-Yves, Marie-Louise, Sandra, Ahmed, Mama Silou et Doris. Cette semaine, le Congo est à l'honneur dans les profils de la semaine, notamment avec Dynamique qui habite en Belgique et Aurel qui réside en France. N'oubliez pas, chaque semaine, de nouvelles opportunités pour grandir ensemble. Donc, si je peux me permettre, que tu peux quand même expliquer aux gens comment tu passes de 5 000 à 23 000, parce que ça a pas l'air d'être une partie non plus non négligeable. Hein, no offense, mais... Attends, donc c'est de 2019, quand tu croises Kai, là? Ouais, fin 2019. Ouais. Et après, fin 2021, du coup, donc 2 ans. Bah alors comment? Bah après, par contre, ce que j'ai fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus du tout pareil parce que Instagram a changé. Okay. Mais régularité de ouf.
Ouais. Je poste très régulièrement. Tu postais à quelle fréquence à l'époque, tu dis? 3 jours par semaine, ouais. 3 jours par semaine, 3 fois par semaine minimum. Très bien. Après, j'arrivais pas à respecter. Par contre, je faisais des posts quand même hyper quali. Il y avait de la recherche. Ouais. Et c'est des trucs qui se faisaient pas trop. Oui, Donc, même si j'en faisais un par semaine, ça touchait les gens. Et voilà, je faisais vraiment la promo du propre post, même si je gagnais pas d'argent derrière. Mais ça, maintenant, ça a changé. Ok. Régularité. Après, moi, je pense que j'aime vraiment ma communauté. Oui. Enfin, tu vois, genre, les gens qui me parlent en DM, je leur Tu réponds. Ouais. Ouais. Franchement, ça jusqu'à 25 000 abonnés, je pouvais pas, j'étais pas tranquille si j'avais pas répondu à tous les DM, tu vois. Donc, j'étais vraiment proche quand même des gens qui suivaient mon travail. Et je pense qu'il y a le fait que tu es passionné. Et je pense que les gens sentent, en fait, quand tu fais quelque chose de manière authentique, que tu as vraiment envie de le faire, que tu sois payé ou pas, tu le ferais. La preuve, j'ai fait pendant très longtemps sans gagner un sou. Donc, je pense que les gens sentent ça. Et du coup, voilà. Après, il y a eu des petits à-coups. Ouais. Il y a des gens qui te ripostent et ça te fait prendre des abonnés d'un coup. Tu penses à quoi? Il y a Grandeur en Noir qui m'a riposte quand j'étais au Rwanda. J'ai pris 2000 abonnés. Je suis passée de 5000 à 7000. Amen. Qui d'autre? Oh là là. Rokaya aussi quand même m'a riposte. Rokaya Diallo? Rokaya Diallo. Amen. On la remercie aussi pour ça. Ouais. Et bon, je me rappelle plus trop de tout le monde, mais ouais, il y a aussi quand des gens qui ont des gros followings te ripostent. Enfin, quand des gens qui ont des gros followings et un véritable engagement, parce qu'il y a des comptes à 200K qui m'ont. Mais après, il faut aussi que le post soit intéressant. C'est ça. Oui, il faut que le post soit intéressant, mais pour que des gens comme ça te ripostent en général. Faut que ce soit intéressant. C'est que le post est intéressant. Et il faut que la personne ait un vrai engagement, parce qu'il y a des posts des comptes à 200K qui m'ont riposte et j'ai pas pris un seul abonné. Sérieux? Oui. Tu en as remarqué? Ah oui, j'ai remarqué. Parce que j'avoue, quand ça arrive, normalement, tu te dis, ouh, il m'a reposté, après tu fais, oui, j'ai remarqué, j'étais contente et j'étais reconnaissante, parce que pour moi, c'était quand même des comptes, voilà, pour moi, mais j'ai pas pris d'abonnés. Mais c'était qui? De qui on parle là? Non, par contre, je peux non, pas mais dire. non, moi j'aime le savoir. Non, mais tranquille. Jamais. Non. Alors. Non, mais c'est important pour la postérité. Kaï, t'es d'accord? Non, c'est parce que je respecte trop la personne. Tu respectes les gens. Excuse-moi. Ok. Genre. Il devait tenter. Il devait tenter. Mais dis-moi, parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de rendre fiers les Noirs, on sentait que tu vois, t'étais vraiment, tu parles avec passion, tu parles de l'histoire, tu parles de ce que tu veux léguer, de ta mission. Je voulais savoir, parce que tu as dit, tu as grandi à Paris. C'est pas forcément un environnement dans lequel on t'apprend l'histoire. Donc, nous, c'est toujours la question, à quel moment, comment est-ce que la jeunesse, en fait, finalement, se documente? À quel moment tu as cette prise de conscience, tu vois? Et peut-être aussi quelle image tu as de l'Afrique avant d'y mettre les pieds? Waouh! Alors là, il y a trop de trucs que j'ai envie de dire. Déjà, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est qu'au final, le fait d'être à Paris, je pense que c'est ça qui fait que je suis devenue déterminée à ce qu'on soit fier de qui on est, parce qu'en fait, on est dans un environnement où on est sans cesse à renvoyer à notre altérité, au fait que... moi, je suis née, j'ai grandi en France, mais pour ma voisine Ginette, qui me voit là, si je dis je suis ivoirienne, c'est pareil. Si je dis je suis guadeloupéenne, elle s'en fout, en fait, je suis noire, tu vois. Et il y a un truc, bon, je réponds un peu à l'envers, mais un truc que je me suis rendu compte depuis que je vis en Afrique, j'avais un peu remarqué en France, parce que j'étais en couple avec un Burkinabé qui est né, qui a grandi au Burkina, c'est que en fait, il y a vraiment, même si il y a des communautés noires dans la communauté noire, il y a vraiment un gap de fou, et franchement, on s'en rend pas compte dans la communauté afro-parisienne. Il y a un gap de fou entre nous, nos préoccupations à Paname, au Canada, à Londres, aux États-Unis. Alors eux, ils sont encore loin. Alors eux, vraiment, franchement, j'ai rencontré des Américains pendant mon tour, vraiment, ils sont très... Et il y a vraiment un gap entre nous, les Noirs d'Occident, et les Africains d'Afrique. Franchement, il y a une sorte, entre guillemets, de fracture. C'est pas négatif, mais il y a une sorte de fracture. On n'a pas les mêmes problématiques et ils ont pas les mêmes, on est les mêmes concerns. On n'est pas concernés par les mêmes choses. Les histoires de points levés, etc. C'est pas que c'est pas le cas ici, mais c'est très différent et c'est pas forcément en priorité, tu vois. Et donc moi, en fait, quand je suis à Paris, justement, c'est parce que quand je regarde la télé et qu'il n'y a que des personnes qui me ressemblent pas, les journalistes, etc., et que quand il y a un Harry Roselmack, c'est un truc de malade, c'est que quand moi j'ai grandi dans une ville, on était la seule famille de Noirs.
Donc, quand, à côté de Sarcelles, en plus, truc trop bizarre. Sarcelles où il y a plein de noirs, tu vois. D'accord. Mais on était dans une petite ville et tout. Donc, en fait, t'es dans ce truc où, bah, à un moment donné, je pense que tu le veuilles ou pas, pour certaines personnes, t'as besoin un peu de revendiquer qui tu es. Parce que ça te saoule qu'on te touche les cheveux en te disant ah, c'est mignon, c'est bizarre, c'est quoi? Ah, on te l'a fait à toi aussi, quoi. Ah, bah oui. Le classique. Vraiment le classique. Et je parle de quand je suis à l'école, mais jusqu'à stage, école de commerce, jusqu'à quand t'es grand. Enfin, même là, je rentre en juillet à Paris, ça se trouve, je vais encore avoir des histoires parce que je suis noire. Ça s'arrête jamais vraiment, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a ça. Donc, au final, le fait d'être en France, le fait d'avoir grandi en France, et je pense que si j'avais grandi en Guadeloupe, ça aurait été encore différent. Parce qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas été la seule noire. Il y a plein, tu vois, il y a plein de, les cheveux, ça aurait été pas bizarre. Ils ont tous les mêmes cheveux que moi, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir grandi en France. Et après, le fait d'avoir été élevé par mon père, qui lui, il était déter, lui, vraiment, il avait jamais mis un seul pied en Afrique avant, là, 2020. Waouh! 2019, bah, juste avant le Covid. Il n'avait jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne. Mais par contre, lui, là, dès qu'il y avait un truc à la télé, on parlait mal des Africains ou des Noirs en général, il commençait à crier sur le téléviseur. Et donc, du coup, tu vois, quand t'es petit, ta maman, elle te coiffe. Ah, j'adore! La scène devait être mythique. Tu vois, ta maman, elle te coiffe et tout. Ton père, il dit non, c'est pas vrai, c'est faux. Et puis, des fois, le mec, il dit quelque chose, ton père, il réagit pas. Et tu dis alors, papa, il a raison ou pas? Donc, en fait, c'est comme ça que tu grandis. Et je pense que c'est tout ça, en fait, tu vois, qui fait qu'à un moment donné, bah, peut-être tu t'y intéresses plus. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'aller au Ghana en solo. C'était vraiment le truc de... À 18 ans? Ouais, c'était vraiment le truc de... Ok, mon père, il dit que c'est comme ça. Ok, mes potes africains, quand ils parlent de l'Afrique, c'est un peu en mode punition. On va l'envoyer au bled parce qu'il a fait des bêtises. Comme je suis antillaise. On entend souvent ça. Ouais. C'est vrai? Bah oui, moi, je me rappelle, mon pote, il s'appelle David. À un moment, il a disparu. Après, il est revenu. On m'a dit, il a été puni. On l'a envoyé au Congo. Il a été puni au Congo. Mais c'est vraiment ça, ouais. Et aussi que tu grandis en tant qu'antillais en France, où on te dit, tu viens d'Afrique. Ah, mais vous venez d'Afrique, etc. Tout ce truc-là, moi, tu dis, bah, je vais voir, en fait. Je vais voir ce qui se passe là. Ouais. Et donc, je pense que c'est ça, au final. D'accord. Et donc, mais c'est rare, quand même, ce que tu décris, parce que je connais quand même beaucoup d'Antillais qui ont grandi en France, dont certains de mes amis, d'ailleurs, qui, au contraire, ont fait un rejet total de l'Afrique. Oui, en mode, c'est hors de question que tu leur parles de venir ici. Ouais, ou au-delà de venir ici, parce que là, c'est même un grand pas, ou même le fait que eux ont des racines africaines. Ouais, ça, ils sont pas d'accord. C'est quelque chose qui existe, mais je trouve que c'est quelque chose qui tend à changer de plus en plus. Ok. Je pense que c'est beaucoup l'ancienne génération. Je dis pas qu'il y en a pas de mon âge qui sont comme ça, mais je trouve que c'est beaucoup de l'ancienne génération, que ça change de plus en plus, qu'on a aussi des Antillais, on a des Lilian Thuram, on a des Jalissa Sekhmet, on a des gens antillais qui sont plus que fiers de venir du continent africain. Exactement. Donc voilà, je pense que ça change quand même un peu. En tout cas, tu y contribues, pour info. Ça, je sais que c'est un truc sur lequel tu as contribué. Et du coup, ouais, ça nous amène à une bonne transition. Du coup, quand Kai disait que tu avais ce combat-là et cette mission, à 18 ans, quand tu dis tu vas au Ghana, pourquoi le Ghana, wesh? C'était quoi? Pourquoi ce pays? Pourquoi pas un autre? Comment ça se passe? Bah, en fait, ce qui est ouf, c'est que... T'as pas eu peur en tant que fille toute seule? Je comprends pas. Bah, alors, il y a un truc, j'ai rencontré une fille d'ailleurs au Cap-Vert et je lui expliquais ça. Je lui expliquais que moi, Amn Africa, j'ai lancé en 2018. Mais je commence à voyager solo en Afrique en 2010. Ah! Donc, et en fait, je lui dis, c'est vraiment en arrivant sur les réseaux et en commençant à recevoir plein de messages, tu voyages toute seule, mais t'as pas peur, oh là là, mais c'est ouf. C'est là où j'ai réalisé que, ah ouais, j'avoue, quand même. C'est quand même un peu risqué. Tu vois? Donc, en fait, en vrai, tant que t'as pas le regard de l'autre qui te dit que c'est dangereux, si toi, t'as pas décidé que c'est... Ouais, moi, c'était pas un truc... Et puis, on a, une fois de plus, mon père, mais mes deux parents sont géniaux, tu vois. Mais une fois de plus, mon père, surtout par rapport à... On est 3 enfants, 2 filles, un garçon. Surtout par rapport à ses filles, mon père, il a très été en mode tout est possible pour vous. Il y a rien que votre frère peut faire que vous ne pouvez pas faire, etc. Donc, du coup, il y a... Quand je dis que je vais aller au Ghana... quand je dis que je veux un sac Ispac ou des Pumas, il rigole. Par contre, quand je dis que je vais aller au Ghana je lui dis que c'était pour apprendre l'anglais, genre. Ah, c'était ça, l'excuse. Elle est pas mal, celle-là. Non, le classique. En gros, tu valides? Je la connaissais pas, celle-là. Tu crois que mon London, il s'est fait comment? Ah, c'est sur le London. On va apprendre l'anglais. On va apprendre l'anglais. Je savais pas. C'était un mix, tu vois. Genre, oui, j'aimerais bien voir l'Afrique. En même temps, je peux apprendre l'anglais, s'il vous plaît, et tout, etc. Donc, il valide les expériences, lui. Ouais, c'est vraiment ça. Mes deux parents. Vraiment. Tu penses qu'il aurait validé ton idée de sauter du toit dans la piscine, comme tu disais tout à l'heure? Oui. Il fait ça tout le temps. Apparemment. Oui. Apparemment, c'est dans leur famille. Son frère. Ouais, mais dans leur famille, ça vraiment, c'est un sport. Bah oui, quand on est en Guadeloupe, il y a des trucs où même les gens de Guadeloupe ne veulent pas sauter. Mon père, il dit oui, mes enfants, ils peuvent
peuvent le faire. Ah, il est chaud. Mon père, c'est un ouf. Voilà. Bon, bref, c'est mon Donc, père. du coup, donc c'est ça que t'as vendu, en fait. C'est le... Ouais, c'est ça que j'ai vendu. Mais le truc, c'est que maintenant, on est en 2024. Ouais, 2024. On est en 2024. Genre, j'ai beaucoup plus conscience des pays africains. Mhm. Mais il faut savoir que quand je pars en 2010, alors moi, tu me dis Ghana ou Côte d'Ivoire ou Zambie, c'est la même chose. Pour toi, tout ça, c'est le même boulou-bouli, ouais. Ça, c'est l'Afrique. Je sais qu'il y a plusieurs pays en Afrique. Ouais, mais tu vois pas la différence. Pour moi, il n'y a aucune différence. Donc, il y a des pays où on parle anglais, des pays où on parle français. Ok. Très bien. Je pense que je savais même pas qu'il y avait des pays où on parlait portugais. Très bien. Et surtout, tu vois, maintenant, tu sais que bon, à Dakar, c'est le Wolof, c'est le Tchiboujen, c'est la fierté d'être sénégalais. Ouais. Tu sais que la Côte d'Ivoire, c'est l'Enjaï. Tu sais, chaque pays, ils ont son truc, il a son truc, et tu connais un peu les... Moi, quand je décide de partir au Ghana, ça aurait pu être le Bénin, c'était pareil. Bon, il fallait que un anglophone, t'aurais pu être le Kenya, quoi. Ouais, pardon, ça aurait pu être le Kenya, c'était pareil. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, ça s'est passé comme ça. On a pris une carte de l'Afrique. À l'époque, on n'était pas trop sur Google. On a pris une carte de l'Afrique, j'ai pris une règle. Et j'ai fait de la France à l'Afrique. Et j'ai pris le pays anglophone qui était le moins loin pour que mes parents n'aient pas à payer trop cher. Le billet. C'est bon, ça! Et je crois qu'il y avait un autre pays devant, mais comme je crois qu'il y avait trop d'insécurité, finalement, c'est tombé sur le Libéria Ghana. ou un truc comme ça. Non, de Libéria encore pas. Libéria, tout ça. Ouais. Mais en tout cas, c'était le plus safe. Ouais. Et anglais. Et le moins loin. Ouais. Tu sais, c'est comme ça que moi j'ai choisi l'île quand on allait s'exiler aussi. Hein. C'est sérieux? Ouais, il y a des raisons très valides, t'inquiète pas. C'est tout à fait un raisonnement pas parfois, ça. Moi, à Bordeaux, j'ai coupé la France en deux. Il faut que je change en dessous. En haut, il fait froid. Quand t'as dit pour la température. Sérieux? Ouais. C'est ça ton plan. Mais il y avait l'autre côté, ouais, je sais pas, moi, important. Toulouse, Lyon. Lyon, il faisait froid, hein. Non, mais après, tu fais Lyon, 3 choix. J'avais mis Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Ah, t'as fait comme moi, 3 choix. C'était quoi pour une école? Ouais, quand tu es au lycée français. Non, moi, c'était pour la fac. Pour la fac. Quand t'es, moi, dans un lycée français, tu choisis. Ouais, quand t'es en Afrique, enfin, je sais pas si en France, on fait pareil. En tout cas, tu en fais Afrique, des souhaits. Tu fais des souhaits, 3 souhaits, puis on te dit... Donc toi, t'avais pris que des souhaits en bas, quoi. Voilà. Il faisait chaud. Enfin, chaud. C'est relatif. Mais tu vois. Ouais, il y a des périodes où il fait plus chaud qu'à Paris quand même. Donc Ghana, ok. Intéressant. Ouais. Mais du coup, Ghana. là, on arrive... Et cette première expérience, du coup. Du Ghana à l'époque. Au Ghana? Ouais. En fait, c'est quand j'étais au Ghana que j'ai décidé que ça allait être le premier d'une longue liste. Parce que avant le Ghana, le seul pays où j'étais pas en minorité, c'était la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe, c'était pas pareil. C'était les vacances et puis c'est aussi la France. Enfin, alors que au Ghana, j'atterris pendant la Coupe du Monde et j'atterris pendant le match. J'atterris pendant une Coupe du Monde. Ouais, qui avait lieu ailleurs. En Afrique du Sud. Ouais. C'est ça? Non, je sais pas. C'est en quelle année? 2010? 2010. Ouais, donc Afrique du Sud. Notre expert footballistique ici présent. Le Ghana s'est fait voler, donc. Et j'atterris pendant que le Ghana joue. J'atterris pendant que le Ghana joue. Au moment où je tends mon passeport au mec, il sort au policier, il sort de son truc, il crie parce que je sais plus s'il y avait un but ou s'il y avait quelque chose. C'était vraiment un scandale, genre. Ouais, non, mais tu vois, j'arrive et tout. En plus, le ballon il marque et en fait, l'Uruguayen, pour sauver la main, il prend son carton rouge, il y a penalty et il met pas. Ghana rate le penalty. Non. Et toi, t'arrives à ce moment-là? Moi, j'atterris à ce moment-là. Je me souviens exactement d'où j'étais ce jour-là. Toi, t'atterris quoi? Moi, j'atterris, je suis en train de donner mon passeport au mec. Finalement, il le vérifie quand même. Incroyable. Je sors, le match s'est pas terminé. Quand je sors de l'aéroport, il y a un grand écran sur l'aéroport et tout le monde est en train de regarder et tout. Le mec qui devait me chercher était en retard. Donc moi, je regarde aussi. Et ils ont pleuré ce jour-là. Et ouais, franchement, j'étais dégoûtée. Et donc ça, c'est ma première expérience. Donc tu vois tous ces... C'est beau, ouais, c'est une expérience de communion africaine. D'un coup, je retrouve la vidéo, tu vois, les mecs qui sont fâchés, qui sont tristes et tout parce qu'ils sont en train de perdre. Ah, t'avais filmé ça à l'époque, j'avoue, faut poster. Ouais, j'avais pas posté parce que j'avais même pas Instagram. Ouais, t'avais rien trouvé la vidéo. Ouais, mais je peux la retrouver facilement. Il y a des disques durs. Collector. Et en fait, le truc, c'est que le matin, parce que j'ai atterri le soir, du coup, il faisait nuit. Le matin, quand je me réveille et que je fais ma première sortie avec les gars du camp. Du camp? Ouais, alors, il y a ce truc de quand on va en Afrique, les gens qui vont en Afrique pour faire de l'humanitaire, etc. Ce que je suis un peu d'accord pour certains trucs. Parce que moi, quand j'ai 18 ans et que je vais aller en Afrique,
2 ans avant, j'avais été à Cuba avec toute ma famille. Ma mère voulait qu'on fasse un voyage de ouf et tout, donc on est partis tous à Cuba avec son prof de salsa à elle. C'était un truc... Ok. Tes parents sont chauds, moi je kiffe leur life. Et en fait, il se passe quoi? C'est son prof de salsa, il décide de nous faire visiter le vrai Cuba. Donc certes, le soir, on rentre dans notre hôtel de ouf, mais tous les jours, on est au village, on apprend à danser la salsa, etc. Et je me rappelle, à 16 ans, c'était mon plus beau voyage. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait, que je veux quand je voyage. C'est parce que 2 ans avant, on avait été en Tunisie. Et d'ailleurs, plein de gens qui me disent, bah, ta première fois en Afrique, c'est la Tunisie, oui. Ah, voilà l'histoire qu'on ne dit pas. On va pas rentrer. Ma mère voulait qu'on fasse Noël hors de France, donc on avait été faire un Noël en Tunisie. Et on était resté à l'hôtel tout le temps, tu vois. Et c'était très bien, mais on était resté à l'hôtel tout le temps. Et quand on fait Cuba, je me rends compte que en fait, c'est ce genre de voyage que je veux faire, connecter avec les gens, apprendre à parler leur langue, me faire des amis, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, du coup, quand je décide d'aller au Ghana, je veux pas aller en vacances au Ghana. Parce que du coup, quand tu vas en vacances, bah, tu fais des trucs de touristes et tout, mais c'est pas sûr que tu vas connecter avec les gens. Alors que si tu vas pour travailler ou pour étudier ou pour faire du volontariat, là, tu rencontres des gens et t'es avec des gens, tu parles avec des gens, tu te fais des amis, etc. Intéressant. Ah, donc tu t'étais inscrite dans un... Voilà. Quand t'as 18 ans, déjà en France, pour trouver des trucs étudiants à 18 ans, tu galères. Alors c'est pas au Ghana, c'est pas au Ghana que j'avais trouvé un job à 18 ans, tu vois. Donc, du coup, j'ai cherché à faire du volontariat. Les premiers trucs de volontariat que je trouve, c'est genre des 2000, 3000, 4000 balles. Je me dis, mais attends, juste pour participer au programme. Je dis, tu dois payer participer au programme. Je dis, mais attends, c'est même mieux, je donne l'argent. C'est ça. Plutôt qu'il n'y a pas de sens. Et je trouve ensuite une asso en France qui, en fait, elle met en contact avec des assos locales. Excellent. Et donc, ça, c'est excellent parce que juste à payer mon billet d'avion, je paye une cotisation à l'asso au Ghana, mais c'est un truc ridicule, genre 50 €, tu vois. Nice. Et tu viens aider. Voilà. Et du coup, quand j'arrive dans le groupe de volontaires du camp, ben, on est 8. Il y a un Espagnol, un Français. Tout le reste, c'est que des Ghanéens qui font du volontariat au Ghana, tu vois. Super. Donc ça, c'était vraiment stylé. Et donc, quand je fais ma première sortie et je regarde la route et tout, et en fait, je vois que c'est bête, hein, ce que je veux dire, mais tout le monde est noir. C'est-à-dire que le mendiant, il est noir. Le riche avec la grosse voiture, il est noir. Les vendeurs, tout le monde est noir, en fait. Et j'arrive c'est un monde parallèle, en fait. Parce que moi, en France, il y a un peu ces trucs de, ah ben, ceux qui balayent, ils sont en noir et arabe. Ah ben, ceux qui sont à la télé, ils sont blancs. Ah ben, chacun a un peu son truc, tu vois, même s'il y a des petites exceptions à la Harry Mac, tu vois. Et donc, du coup, j'arrive dans un monde où on est tous noirs. Et ça me fait du bien de ouf. Ça me choque pas, en fait, juste ça me fait du bien. Genre, je me sens bien. Wow. Tu vois? Non, mais Moulay, on parle souvent de ça, ce sujet de la minorité. C'est ce que je dis souvent. C'est vrai que moi, j'ai ce sujet à chaque fois. C'est ça que je disais que mes enfants ne grandiront jamais dans un pays où ils sont minoritaires. Parce qu'en fait, c'est un truc qui après est très dur à concevoir. Mais une fois que tu l'as intégré, comme tu dis, là, toi, heureusement, tu l'as eu tôt en plus. Il y a des gens qui ne le voient jamais, peut-être. Malheureusement, qui toute leur vie sont en minorité. Donc, ils ne se rendent même pas compte. Et toi, encore, tu l'as réalisé. Hein. Donc, du coup, c'est après ce sentiment, ce voyage-là que tu t'es dit, en fait, faut que je vive dans un pays où on est en majorité, c'est quoi Alors, je me dis pas tout de suite que je vais vivre dans un pays parce que j'ai 18 ans et dans ma tête, je vais encore genre voyager beaucoup. Avoir une école de commerce de ouf, avoir un poste de ouf, bosser à la défense, être en tailleur, gagner plein d'argent. Ah, c'est ça que tu cherchais, la défense. Ouais, la défense, je l'ai eu, bah punaise, ça m'a bien déçu. Mais en tout cas, je l'ai eu, j'ai été voir. Et en fait, c'est ça, c'est que juste, je me dis, en tout cas, que je vais beaucoup voyager sur le continent africain. Et depuis le Ghana, toutes les expériences que je faisais quand j'étais en école de commerce, qu'il fallait faire un stage à l'international, et ben, c'était l'Afrique du Sud. Enfin, je faisais tout pour retourner en Afrique. Donc même tes stages étaient en Afrique. Tout, le maximum, j'allais en Afrique. Amen. Tant que c'était possible, j'allais en Afrique. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. Mais c'est un truc que plein de gens peuvent reprendre, ça, du coup. Ouais, pardon, vas-y, t'as une question. Non, je voulais dire une question de la tribe. Ah oui, parce que est-ce que tu connais la tribu Telegram? Of course, j'ai rencontré une personne de la tribe pendant un de mes voyages. Ah bon? J'ai oublié son prénom. Mais elle était super gentille. C'est pas grave. Tu sais qui c'est? C'est qu'elle a les cheveux courts. Quelqu'un de court? Elle a les cheveux courts. Elle dit. Elle a les cheveux courts, elle a un fils. Elle s'est installée à Abidjan il y a moins d'un an. Sylvie. C'est Sylvie Audouin, je pense. Cheveux courts colorés. Elle a un fils qui est à Nantes? Non, elle a un fils, il est petit. Il est petit. Ah ouais, peut-être pas cheveux colorés. Et elle avait posé une question pendant votre podcast avec Lindsay. Lindsay Mabé. Lindsay qui est basée à Abidjan. Oui, elle est basée à Abidjan. Ah oui, Lindsay elle est Mabé. trop cool. On devait prendre un avion. L'avion s'est pris
vous savez, les escaliers, là. Les escaliers, oui. Voilà, donc pendant qu'il se garait, il s'est pris un escalier. Et donc, du coup, on n'est pas parti. On est resté au moins 5-6 heures dans l'aéroport. Et on a parlé de notre tribe, voilà. Ah, ok. Bon, ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la tribu Telegram, vous avez un bon résumé comme ça. C'est notre petite tribu de passionnés du podcast. Donc, il y aura une petite pub qui passera un moment, mais Kaï, envoie. Hey les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents, d'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali, des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu, comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kaï et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Cécile demandait justement ta définition du voyage, parce que quand on te voit, on a l'impression presque que c'est une thérapie, c'est-à-dire que c'est vraiment, on a l'impression que c'est de l'oxygène en fait. Tu vois, on a vraiment l'impression que tu as besoin de voyager. Ah, elle a vu tout ça. Ouais. C'est ouf parce que moi, j'ai eu tendance à l'oublier. Hein. Ah bon? Là, en fait, je reviens pour l'histoire. J'ai atterri à 1h du matin là, à Abidjan. J'étais au Cap-Vert. Ouais. Et donc, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas fait de nouveaux pays. En fait, depuis que je suis installée à Abidjan, je fais des petites collabs par-ci par-là, mais pas le voyage à la Abena où j'ai mon sac à dos, je vais de ville en ville, etc. Et je l'ai fait parce que, bon, voilà, j'aime bien. Mais j'avais oublié, en fait, à quel point c'était nécessaire pour moi. Parce qu'en fait, je pense qu'on a tous un truc qui fait qu'on se retrouve, on retrouve notre enfant intérieur, où on arrive à grandir. C'est pas forcément le voyage pour tout le monde. Mais en fait, moi, je pense que c'est le voyage parce que là, le fait d'être au Cap-Vert, ça m'a fait grandir. Je suis restée 22 jours au Cap-Vert. Wow. Ça m'a fait grandir. Ça m'a questionné sur mon identité caribéenne. Ça m'a questionné sur mon identité afro-caribéenne, africaine ou pas africaine. Ça m'a beaucoup questionné aussi sur ma culture, sur la langue, le créole. Ça m'a fait penser à plein de choses, en fait, tu vois. Et c'est à travers le voyage, effectivement. C'est à travers les gens que je rencontre dans mes voyages, que ce soit les taximans, que ce soit les guides qui m'accompagnent quand je vais monter, grimper un volcan à 5h du mat, que ce soit à travers des gens que je rencontre comme ça par hasard, que ce soit à travers d'autres voyageurs, d'autres voyageurs que je croise sur ma route. En fait, j'oublie, en fait, à quel point je pense que pour moi, c'est nécessaire, le voyage. Je pense que c'est un besoin un peu, tu vois. Ça a été prouvé scientifiquement, le journaling, c'est bien
plein de gens et pour moi, c'est bien. Et je pense que c'est un peu peut-être les mêmes effets que le journaling dans le fait de grandir, de se retrouver, de faire une sorte d'introspection. Moi, je le fais beaucoup à travers le voyage parce qu'au final, le fait de voyager, en tout cas moi, comment je voyage, ça te questionne beaucoup sur toi, comment tu es, là où tu vis ou là d'où tu viens. Tu vois, quand tu vois les autres, ah ok, eux, ils font comme ça, ah ok, eux, c'est comme ça, ah eux, le socle familial, c'est comme ça, ah eux, leur manière de s'aimer, c'est comme ça. Et en fait, ça te questionne beaucoup sur toi, ta manière dont tu le fais quand tu rentres à la maison. Mais ça te questionne, mais est-ce que ça va jusqu'à te changer? Est-ce que tu as un exemple d'un voyage ou d'une situation qui t'a vraiment, en fait, changer quelque chose après. Transformé? Ouais, moi, je pense qu'il n'y a aucun genre un fait qui a fait que je suis revenue, je me suis levée le matin et ça y est, aucun. Mais je pense que progressivement, au fur et à mesure, tu as des trucs qui font que tu changes. Je pense que sans mon 16 mois 16 pays, je serais jamais devenue la personne que je suis aujourd'hui. Parce que du coup, c'est 16 mois 16 pays, mais en tout, ça a duré 24 mois. Parce que pendant 24 mois, j'ai fait un truc que je pense qui est pas que je referais s'il faut le refaire, mais qui est pas genre peut-être hyper humain. Ou j'avais lu une étude qui disait que l'être humain est un être d'habitude. Oui. Et donc du coup c'est quelque chose qui est bien en fait, le fait d'avoir des routines, le fait d'avoir ces petites habitudes et tout, c'est très bien. Et en fait moi pendant 24 mois je changeais de logement tous les 3 jours, je changeais de pays tous les mois. J'arrive dans un pays, je connais personne, je commence à me faire un peu de potes, Je pars. Au moment où je commence à me sortir chez moi, je dois déjà acheter le billet pour le pays d'après. Et donc, c'est très stylé, Instagrammement parlant. Tous les mois, elles changent de pays et tout. Émotionnellement, c'est pas hyper simple. C'est pas hyper simple. J'imagine. C'est super intéressant parce que, bon, on ne dit pas assez depuis le début de la discussion, mais c'est quand même le claim to fame de Abena. C'est le 16 pays... 16 mois. 16 pays d'Afrique en 16 mois. Et je pense que c'est un truc qui revient. Enfin, c'est carrément limite, tu vois, une étiquette, tu vois, ça revient. Ouais. Et du coup, t'entendre en parler comme ça, ça nous questionne aussi parce que nous-mêmes, en tant qu'observateurs, on est avec notre popcorn, on dit stylé. C'est stylé, c'est pas mal. Il est temps d'aller au Mozambique. C'est là, ça. Tu vois, mais on se dit pas, tu vois, le truc. Vient de rencontrer quelqu'un avec qui elle s'entend bien, tu vois. C'est vrai que dans des villes, moi, quand j'étais à Londres, j'avais ressenti ça, c'est des villes, bon là, moi, j'étais sur place, mais il y a des endroits comme ça où c'est un peu de passage, les gens voyagent. Beaucoup de gens passent. C'est des villes très cosmopolites, et donc, tu te retrouves chaque 4-5 semaines à faire des living parties, tu vois, des pots de départ, les gens partent, et les gens partent, et les gens partent. Donc, les gens se rencontrent et partent, etc. Et c'est vrai que finalement, tu kiffes l'expérience, mais les relations humaines, font que dur. Quand tu fais, et peut-être que tu le fais comme ça quelques années après, quand tu reviens sur la période, tu dis, finalement, tu vois. Mais toi, tu as dit que tu le referais, tu vois. Je connais pas mal de gens qui, quand ils reviennent sur des expériences de ouf, comme ça, juste à cause de l'aspect humain, ils disent finalement, je le referai pas. Ouais, moi, la seule chose que je changerais dans mon 16 mois 16 pays qui a duré 24 mois, c'est le travail que je me suis imposé pendant le voyage. Parce que j'étais vraiment... C'était quoi? En fait, les stories, en fait, peut-être que ça se voit pas, mais les stories, le fait de documenter ton voyage chaque jour. Oh non, c'est énorme. Toi, les stories, en plus, toi, tu faisais. Et je faisais vraiment c'est des stories. Oui. Je me souviens des stories, c'était genre, t'avais le titre, t'avais l'endroit, t'avais le lieu, t'avais la petite description. J'étais là, je fais, mais c'est un post, en fait, sa story. En fait, j'étais là, je fais, mais wesh. Ça, c'est pour ça, il y a plein de trucs, tu vois, que j'ai fait. Mais que par exemple, on n'avait pas fini tout à l'heure ce qu'on disait, mais quand je disais que j'ai financé mon 16 pays à 80%, 90% sur mes économies, mon livret A, c'est pas forcément un truc que je recommande. Moi, je l'ai fait parce que je voulais rester libre, parce que je voulais pas dépendre de partenariats, parce que du coup, quand tu fais des partenariats, faut attendre diplôme avant de pouvoir faire le moindre move, etc. Mais je pense que demain, quelqu'un qui veut peut-être faire comme moi, pas forcément en Afrique, mais ou qui a un projet n'importe lequel, il faut chercher, se poser, dire ok, comment je monétise, sans que ça enlève la partie passion, liberté, mais juste s'asseoir un peu et tout. Et monétiser un peu. Parce que là, du coup, c'était mes économies, mon énergie, ma créativité, tout, que je donnais comme ça et que je referais parce que voilà, enfin, c'est fait, et parce que c'est ce qui fait aussi que je suis là aujourd'hui, j'en suis consciente. Mais le seul truc que je changerais, c'était énormément de travail.
Ouais. C'était énormément de travail et du coup, énormément d'argent parce que ce qui se passait, c'est que je vivais ma journée de ouf. À 17h, en général, quelle que soit la chose qu'on me proposait, moi, j'étais enfermée dans ma chambre d'hôtel à faire des montages pour ma story du lendemain. What? Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis pas vraiment le voyage Moment, comme une globe trotteuse qui est là, qui vagabonde en Afrique, parce que c'est-à-dire on te propose des trucs. T'es une reporter. Tu vas dire, voilà, tu vois. T'étais une reporter, ouais, là, pour le coup. Là, t'étais au service de la communauté, J'étais en au fait. service total de ma Et du coup, ça veut dire que, il y a des, Très vrai, tu vois, ça. il y a des, j'ai fait plein de rencontres. Hein. Mais il y a d'autres rencontres que j'aurais pu faire, que j'ai pas forcément fait. Il y a des trucs que j'aurais pu plus kiffer. Mais bah, dès que c'était fini, Fallait bouger. c'est pas genre t'es assise à y repenser. Non, bim, je bouge, je suis là, il y a pas internet. Et du coup, tu vis. Et là, par exemple, tu vois, le Cap-Vert, c'est un des premiers voyages que j'ai pas hyper documenté sur Instagram. Et il était, enfin, franchement, il était incroyable. Incroyable. On me proposait des trucs en fait, c'est ouf. Parce que, genre, je me suis limitée sur certains trucs parce qu'on me proposait des trucs le soir et j'étais là. Bah ouais, je suis disponible. Vas-y, c'est parti. Après, t'as le next level de Tonton Gary. Lui, où qu'il voyage, il y a son gars. Mais après, gars parce que son lui. gars fait l'édition, fait le montage, fait le posting. Un jour, tout. il faudra qu'on te donne ça parce que j'avoue. Mais tu vois, je me suis questionnée sur ça. Ouais. Mais je me suis aussi dit que, quand même la vibe un peu d'Amn Africa, c'est la go solo qui connecte facilement avec les gens. Et en Afrique, l'une des raisons pour laquelle tous les bonnes vidéos que j'ai eues, c'est parce qu'en fait, les gens voient que je suis seule. Et en fait, en Afrique, franchement, quand t'es solo, on voit t'es étranger. Dans la plupart des pays, on t'aide comme jamais. Ouais. On te prend sous ton épaule comme jamais. Et en fait, voyager, soit il faut que je voyage avec quelqu'un vraiment exactement comme moi, soit ce sera trop bizarre. Et en plus, Tu penses qu'on va moins t'aider si t'as quelqu'un à côté de toi? Les connexions seront différentes. Et aussi, si c'est quelqu'un qui est vraiment en mode pro avec son appareil et tout. Qui fait genre carré, là, ça fait reporter. Ah, mais là, c'est mort. Mais la plupart des belles connexions et des belles vidéos que j'ai eues, c'est parce que j'avais mon téléphone comme ça, les gens voyaient même pas qu'ils étaient filmés. C'est après que je leur dis, parce que je sais que ça va passer sur Internet, tu vois. Quand je suis dans les Yango et que je discute avec les gars, à un moment donné, ils voient. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors que si, dès que je rentre dans le taxi, je suis là avec mon... Bam, t'as ton gars derrière qui est là avec le truc. C'est not the same. C'est pas du tout pareil, tu vois. C'est vrai. Donc, mais là, au Cap-Vert, j'ai réfléchi à des trucs pour... Oui, il faut que la personne soit ailleurs. Que toi, t'envoies aux gens. Tu peux être toi en train de faire le truc et t'as une équipe qui est juste dans le montage de la publication. Ouais. Nous, on fait ça maintenant sur Adicom Days. Mais voilà. Une équipe qui capte et l'autre équipe qui monte. Ouais, Parce que sinon, c'est... Peut-être, hein. Ouais. Parce que j'avoue, ton truc, et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que tu sais, ça me rappelle quelque chose. Je sais pas si tu sais, bon, je crois pas, mais dans notre tribu Telegram, il y a ce qu'on appelle la tribu Promador. Il y a une team de notre truc qui aime se promener, manger et dormir. Okay. Et donc, je leur dis, à chaque fois, on est en bif, eux et moi, parce que je leur dis, voyager, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Eux, pour eux, on dirait, je leur dis souvent, leur attente dans la vie, c'est quand le prochain voyage. Ouais. Voyager, c'est tout le temps. Et donc, c'est intéressant que toi, tu sois là, parce que je leur dis souvent, j'étais comme ça avant. C'est-à-dire que je me souviens, quand moi, j'étais étudiant, c'était mon rêve. J'ai toujours, je veux un boulot, je peux voyager. Ouais, bah, je pense tous les étudiants. Hein. Beaucoup de gens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après, moi, j'ai fait un truc qui était un peu similaire à toi. C'est que pendant 18 mois de ma vie, j'étais auditeur interne. Donc, pendant 18 mois, tous les mois, j'allais dans un pays différent du monde pendant 3 semaines pour auditer la société. Et c'était génial. J'ai vu les 4 coins du monde, du Brésil à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis. Et j'ai vu les gens bosser, j'ai pu connecter avec des gens. Mais c'est la période de ma vie où j'ai le plus émotionnellement souffert. Parce qu'en fait, même chez toi, devient bizarre. Ouais. Et les gens ne se rendent pas compte. Je me souviens une fois. Oui, c'est archi bizarre. Je me souviens, la fois où j'ai fait le voyage, le truc bizarre que j'ai fait, c'est quand j'ai fait la Coupe du Monde au Brésil. Je te disais, de la Coupe du Monde, j'ai fait 3 semaines. Après, j'ai pris l'avion pour être directement en Inde bosser. Donc, j'ai fait 24 heures de vol. Je suis arrivé en Inde, j'ai fait 3 semaines. Donc, quand je suis rentré chez moi, c'était quasiment 2 mois après. Je te jure que ça m'a fait bizarre chez moi. Je trouve ça bizarre. Mais les gens te diront, ouais, c'est des problèmes de riches. Mais oui, non, mais ils veulent pas entendre ce genre de choses. C'est ça. Mais moi, je leur dis, c'est que par contre. C'est pas Instagrammable, ça. Non, c'est ça. Non, mais comme elle dit, je pense que le vrai point, c'est tu peux le faire un moment. Mais dire ça va être ta vie. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Après, moi, j'ai rencontré des voyageurs quand même. Ils sont vraiment dans ce mood-là. Tu rencontres toujours des gens un peu. Olé, olé. Ouais, les digital nomades, là. C'est ces gens que je ne vais pas blairer. Il y en a vraiment, ça les dérange vraiment pas. Et je pense que peut-être c'est dans pas leur ADN, mais je pense que vraiment ça les dérange pas. Et peut-être qu'à un moment donné, ils vont s'arrêter. Mais à un moment, ça me choque pas qu'ils se disent que bon, pour l'instant, je suis comme ça et je m'arrête pas. Par contre, moi, dès le début, parce que moi, franchement, les histoires de routine et tout, ça a commencé très tôt. Hein. J'étais en primaire, l'histoire de routine. Ah bon? Très très tôt. Moi, j'ai mis en place des routines très très tôt. Et du coup,
Quand je décide de voyager en mode 16 mois, 16 pays, j'essaye de mettre en place des routines de voyage. Des routines pendant que je voyage, ce qui est extrêmement compliqué parce que tu as 0 repère. Ouais. Si tu vois encore, quand je vais dans un pays, que je reste 1 mois, que j'ai le même appart pendant 1 mois, potentiellement, tu peux essayer de mettre en place une routine. Mais moi, j'arrive dans un pays, je reste pas dans la capitale, je fais le tour partout. Ouais. Donc, tu as 0 repère, c'est hyper compliqué. Mais j'essayais, j'avais toujours ce truc routine, c'est important pour moi. Donc moi, j'ai toujours su que j'allais jamais. Il y a des gens, je pense qui ont cette image que Amina, voilà, elle voyage tout le temps. Mais moi, c'est vraiment, j'ai un point interterre. Là, c'était Paris, maintenant c'est Abidjan. Et quand je veux voyager, ben je voyage. Mais tu ne dirais pas, j'ai pas d'endroit, j'ai pas de maison, j'ai pas de, parce qu'il y a des gens, t'as l'impression que l'aspiration, c'est de ne pas, de pas avoir de chez eux. C'est d'être chez eux partout dans le monde. Ouais, chez eux partout. Ça, j'y crois pas une seconde. Ouais, moi, je trouve que c'est très rare parce qu'au final, je me souviens quand j'étais étudiante et tout, et que je rencontrais, tu sais, quand je prenais l'avion, je rencontrais genre des hommes d'affaires qui voyageaient beaucoup. Ouais. Franchement, il y en a pas un, j'ai toujours ce truc, oh là là, c'est trop bien, vous voyagez partout et tout. Et il y a toujours eu des regards tristes. Tu sais, tu sens les gens quand ils te répondent. Bien sûr. Il y a toujours des trucs, oui, mais du coup, je vois pas ma famille. Oui, exact. mais du coup, j'ai pas d'endroit fixe. Oui, mais du coup, c'est très fatigant. Il y a jamais eu de gens. L'être humain est un être d'habitude. Je pense que c'est vraiment, c'est vrai, tu vois. Mais, le voyage tue les habitudes et les routines. Et ça, ouais. d'ailleurs, c'est l'un des shorts qu'on a posté qui a eu du succès à Kaï. Quand j'ai dit que justement, j'aime plus voyager. Ouais. Pour être très précis, j'adorais, maintenant j'aime plus parce que ça tue mes routines. Ouais, ça m'avait saoulé quand j'avais vu ce réel. Ah bon? Ouais, ça m'avait énervé. Tu vois, ça l'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais il a raison en fait. Ça avait interpellé un truc que j'assumais pas de ouf, tu vois. Ah bon? Ouais, parce que du coup, j'étais dans un truc où je me dis, mais attends, du coup, moi, en fait, je veux des routines, mais en fait, le métier que je me suis créé, c'est un truc où, en fait, tu voyages comme ça. Donc, tu fais comment? Mais là, ça va. Première année à Abidjan, c'était compliqué, mon installation et tout. Parce que, on y arrive. Mais que, dans tout ça, pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi Abidjan? parce que du coup, j'arrivais et Abnafrica, j'étais en train de chercher un moyen que ça se stabilise. Je venais d'arriver dans un nouveau pays. Il y a aussi le choc du retour du tour du mondiste. C'est un truc où, en fait, quand t'as voyagé pendant longtemps, après ton cerveau, il comprend pas, en fait, que, en fait, pendant 24 mois, mes dilemmes, c'était, est-ce que je monte tel volcan ou est-ce que je vais faire un safari? Est-ce que je vais dans tel pays? Après, tout d'un coup, tu te réveilles, c'est, est-ce que je prends Yango Confort ou Yango Eco? Est-ce que j'ai tu vois? Donc, du coup, ton cerveau, il capte plus, c'est quoi ta life maintenant? Juste Yango Confort. Mais quand tu dis du tour mondiste, c'est-à-dire que t'as lu des trucs. Oui, les gens qui voyagent beaucoup ont tous ce truc-là. Le syndrome du tour-mondisme, je connaissais pas ça. Je sais pas si j'ai parlé ça sur Internet ou pas, mais en gros, moi, quand j'ai fini mon 16 mois 16 pays, j'arrive en Guadeloupe. En fait, quand je décide en fait, c'est pendant mon voyage que je décide que je vais pas rentrer en France, que je rappelle une nouvelle femme au boss pour dire, écoute, je pars pas. Je reviens pas. Salut. Et, ouais. Et en fait, quand je décide de partir, je me dis, alors en fait, le fait de voyager en Afrique et de voir autant de différentes cultures. Par exemple, tu es au Kenya, il n'y a pas la culture kenyane. Il y a les Maasai, il y a quand tu es au Cameroun, il y a les Bamileke, chacun a son truc. Vraiment, je trouve que l'identité nationale est vraie, quand il y a la CAN, on le voit. Mais quand tu es dans les pays, il y a vraiment l'identité de chacun des peuples et tout, tu vois. Et en fait, plus je voyage et plus je vois les gens parler de leur culture, de leur langue, d'où ils viennent, et de voir comment c'est présent. Par exemple, au Cameroun, c'est encore hyper présent, les chefferies, etc. Plus je voyage, plus je me dis, mais attends, moi aussi, je viens d'une ethnie africaine, c'est des Guadeloupéens. Exactement. Tu vois, elle est outre-Atlantique, mais... Et du coup, plus je voyage en Afrique, plus j'ai envie de connaître, moi, ton ethnie, d'où je viens, ma culture, etc. Même si je l'ai fait au fur et à mesure dans ma vie, mais je sais pas, plus je voyage en Afrique, plus je veux rentrer en Guadeloupe. Du coup, quand je décide que je vais m'installer en Côte d'Ivoire, avant de m'installer en Côte d'Ivoire, je dis, je vais faire 3 mois en Guadeloupe. D'accord. Et en fait, les 3 mois en Guadeloupe, je pense qu'il y a que ma famille qui le sait, mais c'était hyper compliqué. C'était très compliqué. Sérieux? Ouais, je pense que c'était le retour à une vie normale. C'était pas la Guadeloupe en soi. C'était pas la Guadeloupe. C'était pas la Guadeloupe en soi, c'était le retour à une vie normale. Et j'en parlais à un c'est l'ex-premier influenceur de France, il s'appelle Alex Diseo. Et à un moment, je lui dis, ouais, je suis pas trop bien et tout. Et il me balance un des articles qu'il a écrit et il expliquait qu'en fait, c'est pas forcément les tours du mondiste, mais en gros, tous les gens qui partent voyager pendant longtemps. Oui. Quand tu rentres et que tu reprends une vie normale, c'est compliqué, ton cerveau, il comprend pas.
Parce que ton cerveau n'est plus calibré pour faire ces décisions-là et à avoir une vie régulière, c'est ça? Bah oui, je pense que en fait, tu te réveilles le matin, t'as un programme OK, mais tu sais pas ce qui va se passer. Le volcan que tu grimpes, tu l'as jamais grimpé. Le guide avec lequel tu vas grimper le volcan, tu l'as jamais rencontré. Tu le connais pas, Tu le connais pas. Le visa que tu vas faire le lendemain parce que tu pars. Ah, mais quand tu arrives devant le Airbnb, il est fermé. Ah, mais c'est de l'adrénaline en permanence, en fait. C'est comme dans les films, t'as souvent le personnage là qui a été toute sa carrière, soit militaire, soit policier. Ouais, et quand il revient dans le calme. Et puis on lui dit d'arrêter, tout ça. Il est traumatisé. Il est traumatisé. Et je pense que c'est un degré différent, c'est ça, quoi. Le cerveau, c'est un muscle. Hein. Tiens, c'est ouf. Mais tu vois, là, tu viens de donner les limites. Non, la Guadeloupe, c'était compliqué. Mais c'est toi avec toi-même, c'est pas. Oui, c'est pas la Guadeloupe, ça aurait pu être en France. Je pense que ça aurait été pire en France, parce que là, moi, en Guadeloupe. Et à la fin des 3 mois, quand même, ça allait mieux. Ça va. Kaï est trop mignon, genre. Là, pendant qu'on parle, tu vas bien. Mais quand tu dis ça va pas, j'ai l'impression que, en fait, tu savais pas ce qui t'arrivait. Là, tu le décris facilement. Ouais. Mais tu savais pas. C'est surtout ça, en fait. J'avais pas de diagnostic sur le truc, en fait. J'allais pas bien, mais je savais pas trop pourquoi, en fait. Parce que, c'est bon. Vrai. J'ai atteint mon objectif, j'ai fait mon 16 mois SPI, j'ai fait le truc de ouf de quitter mon job. Ouais. Je sais dans quel pays je vais m'installer. En fait, tout va bien, mais pourquoi quand je me réveille le matin, c'est pas cool, tu vois? Ah ouais, en plus, tu dois avoir ça. C'est une culpabilité bizarre. Ouais, j'ai fait un truc de ouf, j'ai fait exactement ce que je voulais. Ouais. Et puis, je suis là et je suis pas bien. Tu commences à te dire, mais il y a un truc qui va pas avec moi. Ouais. Et c'est vraiment quand ils m'envoyaient cet article, c'est tout bête, mais après, c'est comme ça la vie. En vrai, bon, franchement, l'entourage, encore une fois. Ouais, l'entourage. Quand ils m'envoient cet article, le fait de poser des mots sur le truc, ça va tout de suite moins mal, en fait. Ça te guérit pas tout de suite, mais en fait, tu comprends le simple fait de comprendre et tout, tu vas déjà un peu mieux. Mais, passionnant. Est-ce que. Comment? C'est passionnant. En fait, c'est un truc que moi, intimement, j'avais vécu quand je voyageais beaucoup. Ouais. Mais je ne savais pas l'expliquer aux gens non plus. Et je me souviens que ma mère était traumatisée. Elle dit, mais Moulay, pourquoi t'aimes plus voyager? Parce que vraiment, après, pour me faire voyager, c'était compliqué, hein. Ah ouais? Non, j'avais vraiment... Parce qu'en fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est émotionnel, c'est très dur à accepter. Parce que quand tu sors de faire des hôtels de luxe toute l'année, parce qu'en plus, moi, c'était abusé. C'était hôtel de luxe, tout frais payé, tout. Et tu te dis, non, je veux plus. Et je suis allé me jeter à Lille, dans le nord de la France, au moment fermé, les gens comprenaient pas. Et même moi, je pense pas que je savais l'expliquer à part maintenant que tu le dis. Et je me rends compte qu'en fait, c'est aussi ce qui, maintenant, affecte quand les gens me disent, je veux voyager, je leur dis pendant un moment. Ne pense pas que ça va être toute ta life. C'est pas un lifestyle. Et... Après, je pense que il faut vraiment parce qu'en fait, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas trop comprendre. Et donc, du coup, tant que t'as pas ressenti ce vide parfois et tout, tu te dis pas que trop voyager ou ne pas avoir de chez toi, ça peut être quelque chose que tu kiffes pas. Donc, dans tous les cas, même si on prévient les gens, ils iront faire leur expérience. Oui, mais au moins, quand ils vont se sentir mal, ils pourront appeler. Ils pourront voir cette vidéo et se dire, Mais après, je kiffe voyager, on dirait que je suis en train de dire que... Non, mais en fait, c'est le... Je trouve que c'est bien que tu dises que c'est ton métier. En fait, je pense que ce que j'aime bien dans ton message, c'est que c'est un métier. Ça a un coût, c'est un investissement, ça a des conséquences. C'est comme a dit Kaï, c'est comme un soldat. Enfin, à un moment, ça a des conséquences quand tu vas faire ça. Et je pense que beaucoup de gens veulent être influenceurs voyage notamment. Hein. J'insiste, voyage. Sans être prêts à... Ou quand ça leur arrive, du coup, même des fois, ils culpabilisent de se sentir mal. Parce qu'ils se disent, mais attends, j'ai voyagé. Pourquoi Ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est comme... C'est comme les gens qui atteignent leur objectif. Ouais. Et qui après dépriment. Après, ils disent, so what? Parfois, les gens sont tellement omnubilés par un objectif. Ils travaillent. Ils l'obtiennent. Et après, tu vois, c'est... ça ne suffit pas pour être heureux. Ça suffit pas. C'est ce que Gary, il dit, il rencontre des gens et puis on dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Il dit, aujourd'hui, si j'avais 100 000 abonnés, je suis sûr que je pourrais emmener mon business vers... Il dit, OK, mais donc, là, en une seconde, je peux faire un tweet, dire à ma communauté de te suivre, tu auras 100 000 abonnés. Donc, ta vie va changer là dans une minute, c'est ce que tu es en train de me dire. Et donc, il love the process, tu vois. Ce que tu dois aimer, c'est la manière, c'est le voyage. Très vrai. Si tu es à fond sur la destination, le problème, c'est que tu vas arriver à cette destination et après, tu seras perdu. Parce que tu ne sauras plus quoi faire. Et surtout, faire attention à toi. Moi, je pense aussi, pendant ce qui veut dire, c'est que pendant le process,
faire attention à toi, ce que tu deviens. Ce que tu vas faire après avoir atteint la destination. Et ça, oui, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc, les gens se rendent pas compte. Mais moi, c'est pas un hack, mais c'est un truc qui a changé de ouf. À partir du moment où j'ai compris ça, bon, alors, je sais pas pourquoi je parle encore de Alex Viseo, mais c'est dans un podcast qu'il avait fait. Ah, mais on l'aime bien, je le connais pas, Alex Viseo. Ouais. Et il avait dit un truc. Après, j'avais envoyé un WhatsApp, je dis non, mais quand t'as dit ce truc-là. Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, en fait, un objectif, c'est pas une ligne d'arrivée. Un objectif, c'est un lifestyle. C'est vraiment. Wow. Okay. En fait, c'est un lifestyle et c'est vraiment. Exemple, je veux perdre 15 kilos. Il y a ce truc, ok, je veux perdre 15 kilos. Mais l'objectif, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour perdre ces 15 kilos. Sandy qui perd 15 kilos, qu'est-ce qu'elle mange, à quelle heure? Et pas forcément lié à l'objectif. Hein. Sandy qui veut perdre 15 kilos, à quelle heure elle se couche le soir, à qui elle parle. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Il y a qui dans ses WhatsApp? Quel post elle like sur Instagram? En fait, c'est la personne que tu deviens pour perdre ces 15 kilos. Et quand tu réfléchis comme ça, non seulement tu atteins l'objectif de manière plus saine, et en plus de ça, ça a plus de chances de rester dans la durée. Parce qu'en fait, tu as mis en place un lifestyle qui fait que tu kiffes, en fait. Tu as kiffé arriver jusqu'à ces 15 kilos et qu'en moins 15 kilos, et en général, tu restes au poids que tu arrives. Mais là, je donne l'exemple des moins 15 kilos parce que c'est ce qu'il y a le plus simple à comprendre. On a tous voulu parfois perdre ou prendre du poids un jour, mais c'est le cas pour plein de trucs. Ok, je veux lancer cette formation, ok, je veux avoir cette promotion, ok, je veux dire à ce mec que je l'aime bien. Enfin, ça marche pour tout, en fait. C'est quelle est la personne que tu seras une fois que tu l'as eu. Il y a tellement d'exemples, quoi. C'est vraiment trust the process. Et même quand tu manages, ce que moi, je remarque et ce que je mets en place de plus en plus, c'est que au lieu d'insister, comme je le faisais avant, sur ton objectif, c'est ça, ton objectif, c'est ça, j'insiste maintenant sur les efforts que la personne met. Voilà. Donc, ça permet de savoir si la personne est dans le bon lifestyle, le bon comportement pour arriver à un objectif. Parce que tu peux avoir un bon comportement et ne pas atteindre l'objectif. Ça peut arriver. Mais ce qui est important, c'est que tu aies mis les bons efforts. Tu vois. Et il y a un truc qui m'avait aussi choqué, pour reprendre un peu une analogie avec ce qu'on disait. On parlait des policiers, des militaires, ou tu vois, ce truc d'objectif. Mais tu as aussi ça chez les sportifs. J'avais vu que une grande majorité des médaillés d'or olympiques finissent en dépression. En dépression. Sérieux? Oui. L'extrême majorité des athlètes de haut niveau, quand ils atteignent le pinnacle de leur art par une médaille olympique champion du monde, finissent déprimés. D'ailleurs... Donc, ça veut dire quand tu perds, tu finis encore moins déprimé. Là, mais il y a ce truc de... je suis arrivé en haut. Et c'est fini. Parce qu'en fait, et puis c'est fini. Et Steven Bartlett, je trouve l'un des meilleurs exemples. Je ne sais pas si vous avez vu, Steven Bartlett a fait un entretien avec Israël Adesanya, l'ancien champion du UFC. Ah, ok, je sais pas. Qui est d'origine nigériane. Et c'était passionnant parce que justement, il disait qu'il était déprimé au point de vouloir se suicider. Et c'était ouf parce qu'il lui expliquait qu'en fait, le problème, c'est comme tu as dit, c'est qu'en fait, toute sa vie, il voulait n'être que ça, être fort, exactement, être champion. Et le jour où il était, il ne savait pas qui il était. En fait, le champion qu'il voulait être, il savait pas qu'est-ce qu'il en faisait. Il savait même plus ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que, et le problème, c'est qu'apparemment, c'est vrai que comme tu dis, il y a une tension qui est encore plus violente quand tu arrives au sommet. C'est que le monde maintenant n'a plus aucune pitié pour toi. C'est ça. Tout le monde te dit, mais t'as ce que tu veux. Pourquoi tu déprimes? Pourquoi t'es pas content? Pourquoi tu souris pas tout le temps? Alors qu'en fait, mais ok, j'ai eu ce que je voulais, mais c'est pas seulement ça dans la vie. Et je me demande du coup, Abena. C'est pour ça, les gens, ils vont t'écouter, ils vont dire, c'est bon. Ouais, mais l'entourage dont tu parles, même tu parles beaucoup de Alex là, du coup ça m'intéresse. Est-ce que du coup tu t'es créé un entourage aussi de gens oh là là, un support système, qui connaissent un peu cette vie-là, parce que je pense on n'en parle pas trop en tant qu'entrepreneur, c'est quand même important. De gens qui connaissent cette vie-là. Ok, bah alors je réponds en 2 temps. Ouais, en 2 temps. Toi, ta famille, ton entourage, bien sûr, mais vas-y, je t'en prie. Au-delà de ma famille, bon déjà j'ai de la chance, j'ai 2 parents incroyables. Donc eux depuis le début, avant même que je sorte, ils étaient déjà là. Donc ça, j'ai beaucoup de chance, on est très proches et tout, donc ça dans ma famille, mon frère, ma soeur, moi et mes parents. Et donc, bon, il y a ça. Après, il y a un truc, c'est trop bizarre. J'ai une grosse rupture j'avais 25 ans. Et après cette rupture-là, j'ai fait plein de ménages dans mon entourage. Amicaux. En mode good vibes only. En fait, on n'a pas de temps à perdre. C'est une rupture amicale? Non, amoureuse. Ah, d'accord. Et elle a eu un gourmand pour parler comme une ivoirienne. Un lourd gourmand. Et ça a conduit vers un ménage. Ouais, je pense. C'est que le gourmand là. Non, ça c'est du nucléaire. Ça se rappelle les gourmands nucléaires. Le plus gros de toute ma vie.
Bon, ok, je ne vais pas creuser pour une fois, mais allons. Mais je sais que le peuple attend que je creuse, mais... Mais non, mais c'est bien aussi. Enfin, ça fait grandir. Ouais. Et donc, j'ai fait le ménage sur les gens. En fait, je pense qu'il y a des gens qui t'apportent des trucs stylés. Genre, tu te sens bien avec eux, t'es toi-même. T'as des gens, c'est vraiment bad vibes. Et des fois, des gens qui traînent souvent avec toi. Non, mais genre, vraiment. Mais toujours, ils vont te dire des trucs qui vont te rabaisser ou des trucs comme ça. Ouais. Et t'as des gens qui t'apportent, bon, ils sont là, qu'ils soient pas là ou qu'ils soient là, ça change pas grand-chose. Genre tes collègues. Donc, t'as fait des étiquettes. Non, pour essayer de... Non, mais quand on parle à des gens là, c'est pour vraiment imaginer que les gens comprennent. Ouais. Et en fait, le but dans la life, en tout cas moi, à ce moment-là, mon but, c'était ceux qui n'apportent rien. C'est méchant de dire. Bah, ils sont dans ma life. Ouais. Et ceux qui apportent des trucs bad vibes, ils sont plus dans ma life aussi. Okay. Et donc, du coup, il restait que des gens bien. Ouais. Et en fait, je pense que c'est en fait ton environnement quand tu es avec on dit que tu es la moyenne des 5 personnes qui fréquentent le plus. Et en fait, j'ai vraiment fait ce truc-là. Le seul truc dont je m'étais pas rendu compte, mais qui s'est fait très naturellement, c'est qu'une fois que tu as fait ce ménage-là, c'est pas du tout statique. Pas du tout. La Sandy de 25 ans, dans les, je sais pas, la vingtaine de personnes qui étaient là, ils étaient bons pour elle à ce moment-là. La Sandy même de 26 ans, il y a peut-être certains qui vont rentrer, certains qui vont sortir. Et peut-être toi-même, des fois, t'es pas bonne pour certaines personnes, tu vois. Exactement. Mais c'est vraiment un truc qui s'entretient. C'est pas un jour tu fais le ménage et c'est terminé. C'est pas un truc, c'est vraiment un truc qui s'entretient. Très vrai. Et du coup, moi, vraiment, je pense que c'est une de mes forces. J'ai vraiment un socle d'amis très solide. Ouais, j'ai beaucoup d'amour autour de moi, de ma famille et de mes amis. Et c'est très solide, c'est ça le mot. Tu sais, c'est très simple, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas d'histoire de cancan. Dans mon entourage, ça n'existe vraiment pas, en fait. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais sur le tri. Et puis on change, l'entourage change, donc c'est même pas méchant, quoi. C'est juste qu'on change. Mais par contre, je me suis toujours dit que ça se faisait naturellement. Alors toi, j'ai l'impression que tu l'as fait de manière intentionnelle. Là, je vais arrêter d'être... plus réactif quand cette personne m'écrit. Quand j'ai fait le premier tri, ça a été intentionnel, mais j'ai pas genre pris mon répertoire et envoyé des messages arrête de traîner avec moi. Moi, genre, toi je t'aime plus, toi je t'aime bien. Non, ça s'est fait naturellement. Enfin, d'accord, moi j'ai fait le choix consciemment, mais tu sais, à un moment on t'invite, t'arrêtes de venir, tu vois. C'est un effort quand même. Oui, tu vois ça, mais j'ai pas été dire je veux plus être ta copine. Non, c'est une lettre de rupture. Ouais, tiens, grave. au revoir. Une lettre de rupture amicale. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Non, moi c'était conscient, mais après, ça s'est fait pas dans... De toute façon, il n'y a jamais de scandale avec moi. Donc, ça s'est fait peace, en mode peace. Mais par contre, c'est quelque chose que j'entretiens beaucoup. Et des fois, je m'assois, je réfléchis beaucoup à est-ce que l'environnement que je me suis créé est sain, etc. Ça, c'est la première chose pour vraiment juste la base, si on ne parle pas d'Amnafrica. Après, une fois que tu deviens entrepreneur, et surtout une fois que tu deviens entrepreneur visible, parce que tu peux être entrepreneur et t'es... discret. Oui, t'es directeur d'une agence de com, personne te connaît, tu réseautes pas de ouf parce que t'as ton associé qui réseaute assez. C'est moi, ça. Bon, arrête. Non, mais toi, on te connaît pas quand crédible, même. toi. Moi, je parle vraiment les gens... Allez, dis, c'est moi, ça. Je parle vraiment les entrepreneurs qu'on connaît pas, ils font leur argent, ils font leur life, fin du game. Ça, c'est une... En fait, tu n'es pas visible en tant que personne. C'est voilà. la raison. Quand t'es entrepreneur visible, t'es exposé. Et là, c'est vraiment un tout autre game. Et c'est... Alors, je dirais même pas que c'est important. Je pense que c'est indispensable si tu veux survivre dans ce milieu-là, d'être entouré de personnes qui sont aussi des entrepreneurs visibles exposés et avec une sorte de support system. Et là, du coup, les connexions se font très différemment. Il y a même des gens qui sont dans mon support system que j'ai jamais rencontré. Alex Viso, par exemple, je l'ai jamais rencontré. Ah bon? Non, jamais. Jamais il t'aide sur des trucs comme ça. J'avoue, c'est bon, ça. Et en fait, tu connectes avec les gens. Et soit des fois c'est des longues notes vocales, soit des fois c'est des calls, mais tu sais, ça peut être genre un call par trimestre. Ouais, pas plus. Mais juste, tu sais que la personne. Quand les gens sont concrets. Ouais, et en fait, c'est hyper. En fait, c'est vraiment, j'insiste, c'est pas important, c'est indispensable. Moi, je n'avais pas des gens. Je pense beaucoup aussi à ma vie Bright qui m'inspire et qui. Oui, c'est vrai que tu parles beaucoup d'elle. Elle, c'est ma. Mais elle, c'est vraiment. Si elle n'existait pas, Amnafrica n'en serait pas là où j'en suis aujourd'hui. Et vraiment. On devait l'inviter, du coup, parce qu'à chaque fois, tu parles beaucoup d'elle. Je me dis, mais c'est vrai que. C'est une femme qui est absolument incroyable. Vraiment, elle est ouf.
Et donc voilà, il faut des gens comme ça parce que des fois, en fait, même si avec le plus grand amour du monde, que ce soit tes parents, tes grands-parents, ton frère, ta sœur, qui tu veux, ils peuvent pas comprendre en fait certaines choses que toi tu vis parce que t'es exposé sur les réseaux sociaux, parce que des fois tu vas dans un café, t'es peut-être dans un moment de déprime et qu'il y a des gens qui viennent et toi tout d'un coup tu dois switcher. Direct le grand sourire et direct la pause à Bénin. Direct la pause. Au café, j'étais là, je tourne ma tête, je vais pour la pause, je fais mais j'étais de bonne humeur. Hein. Mais non, mais tu vois, genre il y a des trucs vraiment que les gens ne comprennent pas et j'en veux à personne. En fait, là où j'ai vraiment eu un switch, et là on parle dans des, je me confie, hein. Non, je t'en prie, mets-toi à l'aise, on est là pour ça. Non, en fait, pour que vous puissiez comprendre, parce que en fait, moi, il y a vraiment eu un switch pendant mon 16 mois CSPI où j'avais rencontré un autre voyageur. Ok. Avec qui j'ai voyagé un peu. Et en fait, à un moment donné, on faisait plein de choses ensemble, c'était mon pote. Et à un moment donné, j'ai compris que le fait que je traîne avec cette personne, c'était parce que la personne m'appréciait, je l'appréciais, mais c'était aussi parce que j'étais à Bénin. Et le fait de traîner avec à Bénin, ça fait plus d'abonnés, ça fait plus de clients pour son business, ça fait plus de... Et en fait... Comme ils disent souvent dans les trucs de télé-réalité, il y a des... Parfois, les gens sont potes, mais de manière stratégique pour augmenter la fanbase. Et quand je discutais, quand je me suis rendu compte de ça, c'est un truc de ouf, mais j'ai eu le cœur brisé comme si... comme une rupture amoureuse, en fait. Parce que j'avais jamais eu ça, quelqu'un qui me fréquente par intérêt. Qui te fréquente pour aussi ce que ça peut apporter d'être exposé avec toi. C'est ça. C'est vrai. Et je discutais avec une amie et je lui dis, mais en fait, même s'il y avait 99% de parce qu'il m'aime bien et 1 seul % de par intérêt, ça reste problématique, en fait. Parce que moi, je veux qu'on m'aime à 100% pour Sandy, pas pour Abénin. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux me follow, tu peux me like pour Abénin, il n'y a pas de souci. Je t'ai jamais rencontré, t'es dans ma communauté, tu connais pas Sandy, il n'y a pas de souci. Mais que tu traînes avec moi, qu'on partage des trucs, parce que, et que dans ce truc-là, il y a peut-être 50-50 ou 80-20, j'en sais rien. C'est chaud, en fait, parce que demain, je suis à Bénin, c'est-à-dire que tu vas m'aimer à 80%. Si demain, j'arrête Abna Africa, on est encore amis ou pas? Ah, c'est ça que tu te dis, si demain, j'arrête. Ah, j'avoue, c'est intéressant parce que je pense que ça va être difficile que les gens que tu rencontres à partir d'aujourd'hui n'aient même pas 1%. Bah, ça existe. Franchement, j'en ai rencontré. C'est beaucoup plus rare. Et c'est pour ça que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Abidjan, même si on n'est pas encore arrivé au sujet, c'est qu'à Abidjan, il y avait, c'est ouf, hein, merci l'univers, j'avais déjà des potes et des potes qui me connaissaient avant à Benafrica. Ok. Donc, des gens que je savais que j'étais moi-même et qui m'aimaient pour moi, tu vois. Alors, donc ça nous fait une super transition. Nous sommes pile à l'heure. C'est un moment parfait. Je vais te filmer, je sais pas ce que tu veux dire. Mais je pense que là... Vas-y, tu dis quoi? Alors, je pense que là, nous tenons de quoi faire un épisode en 2 parties, Kai. Oh là là. Je pense que nous tenons quelque chose qui va nous faire en 2 parties à Bénin. Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps en 2 parties. Donc, on va faire un épisode en 2 parties. T'inquiète. Là, fais-moi confiance, on va être bien là. Là, je sens qu'on est bien, on est calé. On a bien parlé de l'entrepreneur, de tout ça, mais je pense que là, il y a encore beaucoup de sujets. Il y a encore beaucoup de sujets. Et en plus, franchement, on a derrière beaucoup de choses à dire, tu sais, sur le programme qu'on va faire ensemble, etc. Et tout ce qu'on peut faire. S'installer en Côte d'Ivoire. Surtout qu'en ce moment, c'est quand même un sujet pour beaucoup de gens de quitter l'Occident. Donc, je pense que on fera une petite coupure là, mais on va dire aux gens, s'ils veulent la suite, combien de commentaires ou combien de likes? Bon, ça, c'est toi qui connais les chiffres. La dernière fois, c'était quoi? C'est 300. 300 commentaires. 300 commentaires. Je pense qu'on peut tenter 1000 likes cette fois. T'es fier de lui? T'as vu comment c'est devenu un youtubeur? Elle te regarde comme ça. C'est lui qui lève les millions. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faut qu'on tient quelque chose là. Donc, je compte sur Fabrice pour couper là. Je crois qu'il a compris là. C'est ça. Chers confrères noirs et africains de la diaspora, l'heure est grave. C'est pas seulement le Rassemblement national en France qui devrait vous inquiéter, mais de manière générale, le fait que, à rester une minorité dans des pays qui ne veulent plus de vous, vous perdez l'opportunité d'être épanoui dans un pays qui vous accueillera à bras ouverts, qui est la Côte d'Ivoire. Et Kai et moi, qui avons fait ce chemin-là, on a préparé pour vous un programme que vous soyez sûr de vous installer ou pas encore, que vous soyez seul ou en famille, ou que vous soyez entrepreneur ou salarié.
On vous a conçu 4 heures de programme vidéo avec énormément de ressources, de contacts, d'outils pour non seulement gagner du temps, mais de l'argent dans votre installation potentielle en Côte d'Ivoire. Et plus important, il y a aussi une communauté derrière, d'autres personnes comme vous. Il y en a déjà 27 qui ont repris le programme et qui en sont satisfaits, et d'autres qui vous rejoignent maintenant. Donc, n'hésitez plus. Si vous posez des questions, venez, prenez ce programme qui a une réduction exceptionnelle en ce moment au lieu d'être à 500 €. Juste en dessous, il y a un petit code. Donc, n'hésitez plus. C'est le moment parce que là où vous êtes là, il est temps de se chercher. À tout de suite.